La technostructure, c'est pas le pouvoir. Disons que c'est les relais, les courroies de transmission. Pour moi, le théâtre du pouvoir, c'est effectivement la politique. On voit que c'est un jeu d'acteurs et ce n'est pas là. Le vrai pouvoir, c'est ce que disait François Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Hein, il n'a pas de visage, il n'a pas de machin. Évidemment qu'à peine élu, il met Macron à l'Élysée, il fait débarquer toute la finance et il travaille avec eux, main dans la main, comme tout le monde. Donc le vrai pouvoir, il est économique, évidemment, à la fois sur le système oligarchique, hein, qui fait qu'on est en plutocratie, et c'est l'argent qui fait le candidat, c'est l'argent qui fait la politique, voire les milliards investis par les oligarques dans les médias notamment, hein, à perte, simplement pour créer le consentement, pour créer l'illusion démocratique. Et c'est là qu'est vraiment le pouvoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est un combat de David contre Goliath, on en est très conscient, mais ça permet de le montrer. Ça permet aussi peut-être à un moment de dire, on va montrer vos façons. Là, vous avez un procès en ce moment de Bernard Arnault et son système d'espionnage privé avec Bernard Squarcini, qui a été effacé des médias parce que justement, ça a été à huis clos. Un des accusés a plaidé coupable pour ne pas avoir de procès public, justement. Mais c'est un système quasi mafieux d'espionnage qui est mis en place par les oligarques, au-delà, bien sûr, du système de pression, de création d'une scène politique. Mais le pouvoir, il n'est pas effectivement dans la politique et encore moins dans la technostructure, qui sont des gens qui profitent, en fait. Hein. C'est la fin de chaîne où on va avoir des hauts fonctionnaires payés 15 000 € par mois, avec chauffeur pour certains mieux traités que des ministres, et qui donc profitent d'un système, mais qui n'ont pas vraiment le pouvoir. Eux, si du jour au lendemain ils n'obéissent plus, ils perdent tout, et donc on compte sur leur loyauté uniquement là-dessus, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est peut-être valable pour certaines fonctions nominatives, mais je vois par exemple les magistrats qui peuvent faire des erreurs manifestes. Ils ne sont jamais sanctionnés, ou au contraire, ils ont une promotion. Et ils considèrent, on le voit bien en ce moment, que les magistrats font ce qu'ils veulent. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est l'indépendance de la justice. Oui, bien sûr. Et du syndicat de la magistrature, bien voyons. Bon, moi, je pense qu'il faut remettre ces gens-là dans le droit chemin. Et ça ne doit pas se faire par une négociation, c'est plus possible. Tiens, il faut un contrôle populaire. En réalité, tu regardes, le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas de légitimité. Ça revient toujours à la légitimité. Les magistrats n'ont pas à être soumis à un vote, n'ont pas à être soumis à des sanctions. Et donc, tout le problème est là, c'est qu'on a affaire à un système qui organise son irresponsabilité, son illégitimité, mais qui assoit son pouvoir de cette force-là. Là, vous avez le scandale Bruno Le Maire, Fournel, son directeur de cabinet, Macron, qui est le donneur d'ordre en réalité, sur le budget maquillé, sur avoir menti aux Français, d'avoir ravagé l'économie et les finances publiques par la dette. Qu'une seule commission d'enquête parlementaire leur fait peur en disant « Mais quand même, on va pas chercher des coupables, vous vous rendez compte ?» C'est Cazeneuve qui dit ça en disant « Mais non, mais l'idée, c'est pas de trouver des coupables. L'idée, c'est de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. » Non. L'idée, c'est de trouver des coupables. Et il y en a un, c'est Macron. Et donc, quand Dilma Rousseff, au Brésil, qui était présidente, qui a fait à peu près la même saloperie que Macron, maquiller les comptes publics, raconter n'importe quoi, elle a été destituée. Elle a été poussée à la démission. En France, on est tellement dysfonctionnel comme démocratie qu'on n'ose même pas toucher Macron pour les mêmes faits. Donc c'est vous dire déjà le travail qu'il y a à faire dans ce pays pour dire « Oh, réveillez-vous, vous n'êtes pas en démocratie, réveillez-vous ». Alors, Philippe, tu prends la parole. Après, les gars, prenez la parole de manière anarchique, c'est pas grave. On est là pour parler, on est entre amis. Vas-y. Non, j'apprends la nouvelle de la candidature à la présidentielle d'Alexis Poulain, que je trouve très bien, parce que si j'ai bien compris, avant même d'essayer d'un programme en tant que tel, c'est plutôt une méthode de travail, une méthode pour, comme il le dit, sauver la démocratie et sauver les libertés. Et donc ça, c'est ce qui me paraît fondamental, parce que quel que soit le programme qui soit adopté, si on reste dans le modèle étatiste et déresponsabilisant qu'on a, quel que soit le programme, il ne sera pas mis en place, il foirera et ça ne changera rien pour la vie des Français. Alors que là, l'idée, c'est qu'il faut que les Français se prennent en main. C'est pour ça que moi, alors, une des idées, je ne sais pas si tu la défends, mais pour moi, elle me paraît fondamentale, c'est le référendum d'initiative citoyenne au niveau national et au niveau local. Ça, c'est fondamental. Moi, je ne parlerai pas de 6e République, parce que je pense que ça fait un peu peur aux Français, et je pense qu'il faut garder la référence gaulliste. Il faut garder l'élection du président au suffrage universel aussi. Oui. Mais disons qu'il faut contrebalancer ça par un plus grand contrôle des Français, donc le référendum national et local d'initiative, ça, ce serait déjà bien. Il faut aussi qu'il y ait plus de décentralisation, qu'il y ait plus de subsidiarité,
et un peu déconcentré, alors qu'aujourd'hui tout vient de Paris. Et ça fait aussi partie du mal français. Hein. Bon, même si Paris restera la capitale de la France, évidemment, mais il y a un peu trop de concentration de pouvoir à Paris et un peu trop de mépris de la France des provinces. Hein. Je ne dis pas des territoires, parce que ça fait... C'est genre, quand on est à Paris, on n'est pas sur un territoire, on est dans les airs, on est en lévitation. Et puis les autres, ils marchent dans la gadoue avec des bottes, donc ils sont sur les territoires. Non, non, c'est la France des provinces, voilà, qui doit retrouver... Alors, ça veut aussi dire, évidemment, redessiner les régions... et puis clarifier aussi le millefeuille administratif qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on ne pourrait pas vraiment faire de référendums locaux parce que c'est tellement compliqué, les financements et les responsabilités, qu'on ne saura pas sur quoi voter. Donc il faut déjà simplifier ça et après faire des référendums locaux. C'est-à-dire, il faut dire clairement que notre modèle, c'est la Suisse. On s'inspire de la Suisse et la Suisse, c'est très décentralisé. La votation. Voilà, c'est très décentralisé. Il y a aussi de la concurrence fiscale entre les différents cantons. Il y a un système qui est très... Voilà, il y a beaucoup de liberté et c'est le pays qui a réussi le mieux au monde. Voilà, donc ce serait une bonne référence. Il y a plein de bonnes idées à prendre en Suisse, quoi. Voilà. Alors si on va dans ce sens-là, je dis, voilà, ça c'est une candidature fondamentale pour 2027. Voilà, parce que ça peut vraiment disrupter tous les autres, quoi. Voilà. Les autres, ils vont rester dans leurs trucs, dans leurs œillères. Moi, t'es le programme, machin, truc. Mais non, mais après, il faudra les challenger, leur dire, mais concrètement, tu fais comment, quoi. Voilà. Qui est responsable, qui décide, comment tu tiens compte de la vie des Français. Et avec une candidature et un programme comme celui-là, on peut challenger tous les autres candidats et leur dire, et déjà leur faire comprendre qu'ils n'ont pas pris le problème par le bon bout, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve cette initiative très, très intéressante. Et puis il y a besoin de quelqu'un qui est dans les médias, sort du politiquement correct. Ah, putain, ça suffit, quoi. Voilà. Puis il pourra coûter sur un effet stressant, finalement. Parce que tu comptes un peu l'effet stressant. Enfin, je veux dire, quand tu parlais de justement une possibilité de censure, ça se fera un effet stressant de tiens, qui c'est ce gars qu'on censure et tout le monde va aller voir. Il y a le problème de l'accès aux médias, dont parlait Alexis tout à l'heure, c'est que le problème, c'est qu'avec l'ARCOM et les lois qui ont été passées, ça dépend du nombre de députés ou du score qu'on a fait aux précédentes législatives. Donc en fait, c'est fait explicitement pour empêcher l'émergence d'un mouvement. Mais complètement. Voilà. C'est fait pour geler le truc. Alors, voilà. Oui, mais les 500 signatures qui étaient privées, qui sont publiques dorénavant. En plus, voilà. Donc ça fait peur à beaucoup de maires et on les comprend. Parce qu'eux, ils sont très dépendants des comités de communes. Donc, s'ils se mettent à soutenir des gens qui ne sont pas trop politiquement corrects, voilà, ça va les gêner. Ils sont morts. Donc ça, c'est Hollande qui a rendu le truc public en disant non, il faut que ce soit public, alors que ça permettait justement à des maires de donner leur voix, leur signature pour une candidature, pas officiellement, mais de soutenir aussi. Donc il y a un appauvrissement démocratique organisé qui est terrible. C'est ça que je veux dénoncer d'abord, et ensuite dire on doit y répondre en montrant déjà la supercherie, de l'illégitimité de ce système qui entretient donc des partis qui n'ont pas d'assises populaires, des candidats qui n'ont pas d'assises populaires, et renverser ça par justement un mouvement extrêmement fort. Donc ça, je ne sais pas comment on va le faire, c'est très compliqué. Mais mais... Je reviens sur le fait de la gouvernance au niveau national, qui est encore très colbertiste, et par rapport aux régions. Bon, il faut se souvenir que lorsque Mitterrand a fait... Mitterrand, oui. Je dis bien Mitterrand. Oui, Mitterrand. Bon, donc, comme Georges Marchais. Mitterrand a fait rédiger ses lois de décentralisation, je ne sais plus si c'était Arnu ou je ne sais plus à lequel. C'était une illusion de donner l'impression que les régions allaient avoir une vraie existence. Hein. Jusqu'alors, c'était purement administratif. Et il y a eu aussitôt le centre, comme on dit, le pouvoir central, qui a dit attention, si on leur laisse des budgets, tout ça, ils vont en faire des petites principautés. Hein, le comté du duché de Bourgogne, du duché de Bretagne, etc., etc. Ce qui n'était pas tout à fait fou, parce que dans ces années-là, les premières choses qu'ont fait les nouveaux conseils régionaux, c'était de se faire construire des palais complètement démentiels dans les villes capitales, et puis de dire, tout à l'heure on abordait le sujet de Vauquier, le Vauquier se prend pour le roitelet local. Ouais, mais t'as raison en partie, et tort dans notre partie, je vais te dire pourquoi, je vais prendre la parole du coup, c'est que il ne faut pas penser tout de suite, là, on cogite les programmes, les machins. Il faut cogiter, pour moi, comment rentrer dans le système, comment montrer sa gueule, comment leur rentrer dedans. Et après, quand tu prends le pouvoir, tu dis, on va faire comme ça.
C'est ça. Nous, à droite, on se prend trop la tête à dire oui, mais non, mais est-ce que c'est possible de faire comme ci, comme ci? C'est pour ça que moi, je suis plutôt stalinien de gauche. Hein. Voilà, tu vois. Donc, non, il faut pas. Là, tu penses comme un type un peu, tu vois, carré, de la droite, tu vois. Oui. Il faut se dire comment les renverser. Parce que c'est ça ou pas, Alexis? En fait, l'idée, c'est simplement de dire qu'il faut être une force à la fois d'attraction et pour justement faire tomber les masques. Parce que le roi est nu déjà depuis longtemps. Enfin, je veux dire, Macron, c'est la fin du système. Son parti, qui est la voiture balai de tous les partis qui existaient, de tous les traîtres politiques qui ont pu exister, c'est le moment où on sait que c'est la fin. Et donc, c'est sur cette fin-là, il ne faut pas qu'il y ait de suite, puisque la suite est déjà prévue avec Gabriel Attal, avec Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, etc. Ce parti unique-là, il dessert les intérêts des Français. C'est ça qu'il faut vraiment faire comprendre aujourd'hui. Et en plus, alors qu'il se targuait d'être le parti de la raison, le parti qui éviterait le chaos, il crée les conditions du chaos. Et il crée les conditions aussi de la faillite. Donc aujourd'hui, on a la preuve que ce parti-là, le parti unique, est un danger, est une erreur. Et donc, il faut arrêter. Or, il n'y a pas d'alternative. Donc, les gens se retournent et disent, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on fait une alliance populaire et on agrège des millions de Français qui en ont ras-le-bol et qui disent, OK, moi je veux bien, mais alors, on travaille ensemble et on fait un truc où on gagne à la fin. Et l'idée, c'est de dire frontalement, l'Union européenne, ce n'est plus possible. Les impôts tels que vous nous les faites, ce n'est plus possible. La faillite de l'hôpital organisé, ce n'est plus possible. Les cabinets de conseil payés grassement pour donner des faux conseils et abattre l'État, ce n'est plus possible. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, énormément de chantiers, mais le chantier numéro 1, c'est enfin faire tomber les masques et la commedia dell'arte qui n'est plus soutenable aujourd'hui parce que ça devient dangereux, ça devient réel. On a quelqu'un qui peut déclencher une guerre mondiale. On a quelqu'un qui peut déclencher un article 16 et enfermer les Français chez eux. Donc il faut créer les conditions de l'empêchement d'un futur Néron ou pire, d'un futur dictateur, puisque aujourd'hui tout est possible. Et donc il faut dès maintenant protéger la liberté des Français et l'avenir des Français. Allez, Antoine. Non, mais oui, je suis clairement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, et clairement, je suis d'accord avec Mike aussi, sur le côté, il faut matraquer surtout, le chercher vraiment sur le programme tout de suite, mais il faut matraquer quelque chose de fort. Moi, je pense que l'UE, c'est un bon angle d'attaque. Tu parlais de l'illégitimité, déjà l'illégitimité, au-delà de parler des représentants qui, on le sait très bien, sont illégitimes, mais il y a déjà une illégitimité supérieure qui est celle de l'Union européenne. En 2005, voilà, en 2005, on l'a rejeté, en 2007, ils nous le remettent. C'est eux qui décident. La souveraineté, elle a disparu. Je veux dire, battre monnaie, on ne peut plus le faire. Une armée, pardon, mais avec l'OTAN, on n'a pas vraiment une armée indépendante. Et troisièmement, faire les lois. Faire les lois, les règlements, le droit dérivé de l'Union européenne, ça doit être 65-70% des lois françaises. Donc déjà, juste ce problème-là d'illégitimité, il faut commencer par l'Union européenne. Ensuite, effectivement, de toute façon, la technostructure, je reprends ce que disait Pascal, mais c'est vrai que cette technostructure, de toute façon, est aux ordres de Bruxelles. On le voit avec le Conseil d'État, etc. Donc, en finir avec l'Union européenne, déjà, nous fait avancer quand même largement. Et restauration de l'État, effectivement, restauration de la France, j'allais dire, même, carrément. Parce que moi, ce qui me désespère, c'est quand même on attend en novembre pour se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Ukraine et la Russie? C'est bien, on attend l'élection de Trump. La France n'a plus aucune voix. On attend l'élection américaine, notre élection ne compte pas, on attendait l'élection présidentielle américaine pour savoir ce qu'on va faire. C'est terrible. Non, ça me fait rire, mais même quand Trump était président, tous les européistes étaient là en disant c'est le moment où l'Europe va prendre son destin en main, il est temps de faire des choses. Ils n'ont rien fait. Et là, ils reprennent. Glucksmann ressort le même discours en disant si jamais Trump est président, peut-être qu'on va pouvoir faire des choses, on ne sait jamais. Mais vous ne ferez jamais rien, en fait. C'est un cheval de Troie des intérêts atlantistes, ça ne sert à rien et on est en train de tout perdre. Donc, à un moment, on va arrêter. L'idée, c'est en fait, moi, ce que je vois, c'est le temps qu'on perd en atermoiement, en faux débats, en chiffon rouge, sur des thématiques qui nous font perdre des dizaines d'années. Maintenant, je pense qu'on peut couper dans le lard, aller très vite et dire, écoutez, il ne faut pas avoir fait Normal Sup pour comprendre que l'euro n'a pas d'avenir. C'est une monnaie qui va s'effondrer à terme. Je ne vais pas vous dire à quel terme, mais prenons un temps d'avance. Il ne faut pas être non plus normalien pour comprendre que l'Allemagne est en train de s'effondrer et que ça va être compliqué pour l'Union européenne sans le moteur allemand, avec en plus la France très compliquée. Et puis la question simple qui a été la poussée du Brexit sur I want my money back,
pourquoi la France paye plus qu'elle ne reçoit de l'Union européenne? Quel est son intérêt? Qu'est-ce que l'Europe nous a apporté? Alors les gens répondent tout le temps la même chose. Erasmus, quand même, on a une monnaie unique, il y a Schengen, on peut aller dans un autre pays. Non mais la prise universelle, la bouteille d'eau avec le bouchon, bien sûr qu'on garde, aussi. la paille en carton. On s'en fout partout après. Oui, bien sûr. Le fait qu'on peut être reconnu si on a changé de sexe dans un autre pays, avec son nouveau nom dans un autre pays, etc. Beaucoup d'avancées exceptionnelles, évidemment. Mais est-ce que franchement, ça vaut le coup et ça vaut les milliards qu'on a dépensés toutes ces années? La réponse est non. Donc, gagnons du temps. Voilà, gagnons du temps. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.